Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous pour cette conférence organisée par Bouygues autour de cette thématique, innovation au service de la ville durable. Un exemple avec un démonstrateur industriel qui est Descartes 21. On va en parler avec les intervenants dans un instant. Je me présente juste rapidement, Nathalie Croiset. Je suis journaliste spécialiste Green Business et donc évidemment particulièrement concernée par ces enjeux de ville durable qu'on découvre ici depuis ce salon Pollutech. Pour votre information, cette conférence sera reprise ensuite en intégralité sur YouTube, donc vous pourrez la suivre évidemment, la revoir pour ceux que ça intéresse et que ça passionne, évidemment. Alors, en introduction, on va dire que la ville de demain doit être moins énergivore, elle doit notamment favoriser l'autoconsommation et la mutualisation. Alors, ce sont quelques enjeux, on va dire, du démonstrateur industriel Descartes 21 qui a été retenu dans le cadre d'un appel à projet. Parmi ces objectifs, il y a évidemment une meilleure gestion énergétique, j'en parlais, une mobilité adaptée et puis aussi le mieux vivre en ville. Alors, communauté d'agglomération et consortium industriel y travaillent. On va donc en parler avec Cyril Ferrand. Bonjour, vous êtes directeur stratégie Bouygues Construction. À vos côtés, pour représenter Bouygues Énergie et Services servant la CIR. Bonjour, vous êtes directeur d'innovation et technologie. Et puis aussi, il faut en parler évidemment, je parlais de communauté d'agglomération avec Jean-Baptiste Ray, qui est directeur général adjoint d'EPA-Marne, donc établissement public d'aménagement. Je vais commencer à parler avec vous, tout simplement de Descartes 21, qui est du côté de Marne-la-Vallée, pour repréciser, parce qu'ici on est à Lyon, donc c'est bien aussi de replanter le décor. C'est un projet qui a même pas un an finalement, c'est tout frais tout ça. Oui, bonjour à tous. C'est un projet qui a été déposé lors de l'appel à projet en octobre 2015. La raison pour laquelle l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, donc Marne-la-Vallée à 25 minutes de Paris à l'est francilien, on a décidé de répondre à cet appel à projet parce que la ville nouvelle se construit depuis le début des années 70 et on arrive aujourd'hui à une période charnière de son développement où il faut qu'on puisse être en mesure d'adapter ce qui a été créé depuis 40 ans aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins du territoire et de pouvoir concevoir la ville du 21e siècle sur tous les programmes neufs qui sont à appréhender pour le développement de ce territoire. On a aussi la chance d'avoir des infrastructures de transport extrêmement solides et qui vont en plus se compléter avec l'arrivée du Grand Paris Express, qui est le métro du Grand Paris, qui est en cours de développement. La raison pour laquelle on a proposé aux collectivités de lancer cette dynamique de démonstrateurs industriels, c'était pas tant pour un enjeu de technologie ou de nouveaux usages, bien entendu c'est quelque chose d'important, mais c'était aussi d'être en mesure de réinterroger les modes de gouvernance territoriale pour pouvoir appréhender sur des enjeux publics et privés la réduction des coûts et aussi de pouvoir réinterroger les usages des ressources et pouvoir donc globalement, ne serait-ce que sur la phase de conception, mieux concevoir nos projets et ensuite sur la phase d'exploitation, mieux positionner les acteurs publics et privés pour faire en sorte que le territoire puisse être parfaitement adapté aux usages et puisse contribuer à son développement durable. Alors, pour parler de ce qui s'est passé justement, ce choix de ce consortium avec qui vous travaillez sur ce projet Descartes 21, c'est quand même un consortium, on va dire, de taille assez restreinte pour faciliter, justement, avoir une meilleure agilité, pouvoir apporter toutes ces solutions de la façon la plus souple possible, Jean-Baptiste Ray. Ce qui nous a beaucoup séduit dans le partenariat avec le groupe Bouygues, c'était que ce partenariat se fasse autour d'un consortium assez restreint, donc finalement agile. Et donc on a constitué autour du groupe Bouygues les entités, donc Bouygues Construction, Link City et Bouygues Énergie Services. Et on a tout de suite décidé d'intégrer Enedis dans nos tours de table. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas dans une logique de vouloir déroger absolument à la loi de transition énergétique. C'était surtout de pouvoir utiliser tout son potentiel et donc de voir autour de nous un opérateur qui est un des acteurs incontournables sur la partie énergie électrique. Et en plus, on a la chance sur le secteur Descartes, qui est le secteur dont je vais parler juste après, c'est le secteur de démonstrateur qu'on a choisi. C'est le premier secteur en Seine-et-Marne qui est développé en Linky par Enedis, ex-ERDF. Donc, ce qui veut dire que pour nous, c'est aussi l'opportunité d'avoir, au niveau de la gestion des données notamment, toute une infrastructure disponible en capacité d'accompagner avec nous le développement du projet. Développement du projet. Alors justement, peut-être rentrer en détail, qu'on essaye de mieux voir ce qu'il y a comme ambition derrière, parce que c'est vrai quand on parle de démonstrateur industriel, ça peut sembler ça peut faire un petit peu peur, on va dire, mais finalement il y a aussi des enjeux derrière pour les habitants, un vrai bénéfice pour les habitants dans votre démarche, Jean-Baptiste Ray.
pour les habitants et pour les usagers du site. Nous avons choisi le secteur Descartes. Donc le cluster Descartes, c'est le cluster ville durable sur Marne-la-Vallée. Il est considéré comme le cluster ville durable en France qui regroupe 25% de la R&D en ville durable en France aujourd'hui. Donc c'est un territoire incontournable dans la conception et le développement de la ville nouvelle au travers du monde académique et économique qui s'y agrège. Et donc c'est aussi l'opportunité de pouvoir associer les universités, les écoles d'ingénieurs. On a quand même 18 000 étudiants présents sur le site, 3 000 enseignants-chercheurs et 350 entreprises. Donc c'est quand même aussi un territoire qui non seulement accueille 4 000 habitants aujourd'hui, qui a vocation à en accueillir 4 500 dans les prochaines années, et de pouvoir accueillir 400 000 m² d'activités tertiaires nouvelles du fait de toute la dynamique de Marne-la-Vallée et de l'arrivée du Grand Paris Express. Donc du coup, c'était pour nous le territoire démonstrateur parfaitement adapté au travers de toutes les innovations qui ont eu lieu dans le passé et de celles qu'on va pouvoir maintenant déployer au regard de l'expérience qu'on a déjà acquise aujourd'hui sur d'anciens projets d'innovation qui doivent être aujourd'hui réinterrogés et redéployés. Alors on va le voir dans un instant avec ce qui est sur cette salle Me Vivre en Ville, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière aussi quand même autour du planning, parce que voilà, on parlait d'octobre 2015, où est-ce qu'on en est, quelles sont les ambitions en détail de ce démonstrateur Descartes 21? Alors ce calendrier-là, il prouve bien l'agilité du consortium que nous avons constitué. Nous avons su constituer une équipe et répondre à un appel à projet en 3 semaines, en octobre 2015. Et on a été sélectionné dans les 16 projets lauréats par le ministère de l'écologie en décembre 2015. C'est engagé ensuite 6 mois d'ateliers qui ont regroupé plus de 70 personnes, donc les services des collectivités, les cabinets des élus, les industriels du consortium, mais aussi d'autres acteurs impliqués du territoire qui s'intéressaient aux 3 thématiques que nous avons choisi de déployer, c'est-à-dire la thématique du mieux vivre en ville, la thématique de l'énergie et la thématique de la mobilité. Donc pour ces 3 thématiques-là, des ateliers ont eu lieu. Et en juin, donc juste avant l'été 2016, nous avons réuni un comité de pilotage avec les élus du territoire pour que les élus puissent s'exprimer sur le choix des actions prioritaires à développer. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas soumettre tout de suite au ministère les fiches actions qui du coup donnent lieu potentiellement à des subventions d'ingénierie, sans que les élus du territoire puissent s'exprimer et nous aiguiller quelque part sur les enjeux prioritaires qu'ils souhaitent donner à ce projet. Donc c'est ce que nous avons fait en juin 2016. Et donc en juillet, courant d'été 2016, nous avons été en mesure de poser des fiches actions. Et en octobre 2016, là, tout récemment, nous avons eu les résultats. Et donc, 6 fiches actions ont été retenues. Vous en aviez déposé 8, c'est ça? Et 6 voilà, ont été retenus. Un excellent résultat. Oui. Ça nous permet d'obtenir 218 000 € de subventions, ce qui est 2 fois la moyenne des autres projets lauréats. D'ailleurs, le ministère a dû élargir l'enveloppe pour pouvoir notamment nous permettre de déployer nos fiches actions. Et donc, c'est quand même une première étape extrêmement importante qui a été franchie, c'est que le projet de démonstrateur qu'on a proposé au territoire a été parfaitement accepté par le ministère et voit au travers de ce projet non seulement des enjeux d'innovation, mais surtout des enjeux de réplicabilité. Ça ne sert à rien pour nous de faire un projet innovant s'il n'est pas en mesure d'être réplicable sur le territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les élus se sont inscrits avec dynamisme dans ce projet, parce qu'ils ont compris que ce qui va pouvoir se faire au niveau du cluster Descartes sera réplicable demain au niveau de la communauté d'agglomération, voire au niveau de Marne-la-Vallée ou à l'échelle francilienne. Bien sûr. Alors on va revenir évidemment précisément en détail autour de ces fiches et puis les 3 actions retenues qui vont nous servir tout au long du déroulé de cette conférence. Mais je vais passer la parole à Cyril Ferrand donc de Bouygues. Déjà pour vous faire réagir, on en a parlé avec Jean-Baptiste Ray autour du consortium, de cette agilité et de cette aussi nouvelle gouvernance qui est à travers ce démonstrateur industriel Descartes 21. Oui, Jean-Baptiste a tout dit. J'insisterai juste sur un sujet qui est que l'ensemble de ces approches nouvelles qu'on peut qualifier de Smart City a quand même un très gros avantage, c'est qu'elle permet une collaboration entre le public et le privé. Elle permet un vrai partenariat entre le public et le privé en amont et qui permet d'être beaucoup plus smart, donc astucieux et intelligent ensemble. Et donc il y a un aspect finalement très expérimentation pour vous à l'échelle industrielle, mais avec une ambition finalement aussi, Jean-Baptiste Ray en parlait, de pouvoir être dupliqué dans d'autres cas. C'est l'objectif de l'IVD au niveau national, c'est que de développer des solutions qui puissent être ensuite même vendues à l'étranger en tant que savoir-faire français.
Et là, avec le mieux vivre en ville, on a effectivement une première illustration. Alors on va y arriver justement avec vous sur cet aspect mieux vivre en ville. Donc comme je disais, on a retenu de parler de mieux vivre en ville, de la mobilité et de l'énergie finalement qui regroupe toutes ces 6 fiches actions qui ont été retenues par l'État, vous le disiez tout à l'heure. Alors le mieux vivre en ville, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, Cyril Firrand? Quels sont les enjeux? Parce qu'on a bien compris que c'est pas parce qu'on parle de démonstrateurs industriels qu'on oublie les habitants, loin de là dans cette démarche. Alors c'est un titre un peu générique, mais on va surtout s'attaquer à la lumière et au bruit ou au son, sachant que la lumière peut être une source de pollution, mais également une source de confort, et le son, la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord faire un diagnostic complet de ce qui existe, et on va le faire selon une solution innovante qui est du captage de données photométriques à haute vitesse. Alors, ça consiste en quoi? C'est une solution qu'on a déjà mis au point à une certaine échelle, mais on veut passer à l'échelle industrielle. C'est une voiture qui est bardée de capteurs photométriques et de caméras et qui roule la nuit dans la ville à 30 km/h. Et en roulant à 30 km/h, elle capte totalement la donnée photométrique qui est restituée 10 jours plus tard après un traitement adapté sur un système d'information géographique. Et vous avez une vue avec une précision de 10 cm près de l'état exact de la lumière à l'échelle de la ville. Ça, c'est un premier sujet. Vous le faites en 15 jours à la dimension de Descartes 21 et pour pas cher. Ensuite, on va mixer cette première base de données avec d'autres bases de données qui sont plus liées à la captation d'informations sur le bruit, le trafic, la pollution. Et on va également prendre des bases de données extérieures existantes, comme celle d'Enedis sur la puissance électrique distribuée et sur d'autres bases qui existent et qui sont disponibles. Là, on va rentrer dans le domaine du big data, c'est-à-dire qu'on va faire des corrélations entre toutes ces bases pour regarder là où, a priori, je dis bien a priori, il y a trop de lumière, pas assez de confort, trop de confort, des aspects de sécurité qui ne sont pas adressés. Mais ça, c'est encore une première étape. La deuxième étape, et c'est là aussi où il y a un caractère très innovant, c'est que quand on parle de confort, c'est très subjectif. Et comme disent les Anglais, finalement, c'est le ressenti qui est la réalité. Et donc, on va aller vers l'usager, vers le riverain, et avec lui, on va regarder comment il reçoit ces notions de confort, comment il les vit à différents instants de la nuit et de la journée. Et avec lui, on va faire vraiment un schéma d'aménagement lumière et son qui sera beaucoup plus pertinent. Donc on réfléchit à l'usager, j'allais dire aussi dans les enjeux de biodiversité, on sait à quel point aussi c'est important, il y a aussi de la pollution aussi pour les animaux, donc finalement ça rentre dans cet enjeu-là. Donc à partir du moment où il y aura ces études, vous pourrez adapter la lumière en fonction des besoins des habitants de la ville. Oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la pollution lumineuse pour les espèces nocturnes en particulier, bon, là, on a déjà fait beaucoup de travail. Ce n'est pas forcément très innovant ce sujet-là, mais il faut toujours le prendre en compte. En revanche, on ne va pas interroger les animaux parce qu'effectivement, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, c'est plus complexe. Alors, Jean-Baptiste Ray, pour vous faire réagir, parce que c'est intéressant, on parlait déjà hier sur ce salon Polytech du traitement des données et comment les données sont de plus en plus intéressantes pour une collectivité. On ne parle pas de la donnée personnelle, évidemment, mais de données plus globales. Et on voit là comment, finalement, à travers ce démonstrateur industriel, faire croiser des données aussi vraiment importantes pour une ville et un quartier en particulier. Alors tout d'abord, il y a un accompagnement social à appréhender. C'est-à-dire que dans notre groupement, on a tout de suite fait le choix d'associer un sociologue qui fait partie de l'équipe, alors pas signataire du consortium, mais qui est vraiment partie prenante dans toute la dynamique qu'on a mise en place pour faire en sorte que, contrairement à d'autres projets de smart grid qu'on a pu connaître dans le passé sur d'autres territoires et qui ont finalement en partie échoué par une mauvaise appropriation des habitants de ce que voulaient dire les nouveaux usages d'un quartier qui se déploie avec une nouvelle technologie et des nouveaux services. Nous, on fait le choix tout de suite d'associer les habitants. Et donc, quand vous associez les habitants qui vont pouvoir bénéficier des systèmes, notamment Linky sur la partie énergétique, on va pouvoir du coup leur expliquer tout l'intérêt qu'il va y avoir à rentrer dans notre dynamique et faire en sorte qu'in fine, ils vont pouvoir bénéficier d'une facture énergétique réduite parce qu'en donnant
accès à certaines données de leur utilisation au quotidien, on peut améliorer au final l'ensemble de la chaîne de la consommation énergétique. Sur la partie mieux vivre en ville, c'est exactement pareil. Vous êtes sur des cartes sur un gros pôle intermodal. On a le RER, on a bientôt le métro, on a les axes autoroutiers, routiers, etc. Et donc, on s'interroge sur la manière de mettre à disposition de l'open data pour faire en sorte que quelqu'un qui arrive en voiture sache tout de suite combien de places de parking sont disponibles et à quelle distance, et s'il y a un parcours préférentiel à prendre plutôt le RER ou le métro. Et donc ça veut dire quelque part pouvoir agréger des données du concessionnaire autoroutier, de la RATP, gestionnaire du réseau de transport, et de pouvoir gérer aussi les données de disponibilité des parkings en place. Donc dans la thématique mieux vivre en ville, si vous voulez, on appréhende cet enjeu de service urbain aussi au travers ça, en impliquant les habitants pour, in fine, leur faire comprendre qu'on va faire bénéficier un tas de services urbains qui sont issus d'une meilleure maîtrise de l'information. Voilà. Alors on parle de services urbains, on commence finalement quelque part à parler de mobilité. Sur cet aspect quand même diagnostic, c'est intéressant, l'aspect lumière, son quand même qui est central en ville pour les élus ont clairement deux attentes sur ces aspects-là. Là, vous avez parlé de la partie diagnostic et de la partie de gestion de données. Les élus ont une attente très claire. Sur les enjeux éclairage et son, il faut que ce qui sera déployé sur des cartes soit immédiatement utile aux autres quartiers de la ville. Donc on parle ici de la ville de Champs-sur-Marne, parce que ce sont des quartiers qui ont été construits il y a 30 ans, voire parfois plus, et qui aujourd'hui, en termes d'éclairage, sont complètement has-been et qui ne répondent plus aux enjeux de consommation énergétique et aux enjeux de confort pour les habitants. Sur la partie open data, les élus ont une position très claire. Le public doit avoir la propriété in fine de la donnée. C'est un changement fondamental par rapport à d'autres projets qu'on peut connaître en France. Le public veut avoir une copropriété de la donnée pour faire en sorte qu'on ne puisse pas être dépendant d'un acteur privé sur la manière d'exploiter ces données et de la maîtriser surtout dans le temps. Alors, on va continuer en parlant de mobilité. Vous avez commencé à en parler un petit peu à travers le stationnement, etc. Mais parler de ce que vous êtes en train de mettre en place, Jean-Baptiste Ray, je vais vous faire reprendre le micro avec la RATP aussi. C'est l'un des autres aspects de Descartes 21. Ce que nous avons proposé dans le cadre de ce projet, de ce DIVD, c'est de développer un projet de hub de mobilité 2.0 avec la RATP, ce qui veut dire interroger au-delà de la question de la gestion de données dont on vient de parler, de pouvoir déployer des services innovants qui ne sont pas présents sur le territoire, qui, nous le savons, seront utiles demain aux futurs utilisateurs et aux habitants actuels et à venir de ce territoire. Donc on peut parler de différents enjeux, du fret urbain, on peut parler de bureaux partagés, le terme m'échappe. Coworking en anglais. Merci, voilà, merci. On a fait le choix au sein du consortium de laisser la RATP expérimenter en priorité sur cette thématique-là le transport à la demande par navette autonome. Donc il y a d'autres expérimentations qui existent aujourd'hui, mais qui sont plutôt à l'échelle d'un campus, sur des voies réservées. Et là, tout l'enjeu de l'innovation qu'on est en train de déployer avec les RATP, c'est de faire en sorte que ces navettes puissent se mixer dans la circulation du secteur des cartes. Et là, pour le coup, ça permet, d'aller atteindre des secteurs qui ne sont pas bien desservis par les transports en commun et de limiter du coup l'utilisation du véhicule privé en allant chercher des gens dans un rayon qui reste à définir et qui du coup permet de désengorger aussi le quartier sur l'utilisation d'un véhicule pour des trajets extrêmement courts. On connaît tous la part que représentent les trajets courts en véhicule particulier et donc ça permet aussi de résoudre ce problème. Et ça serait, j'imagine, les navettes autonomes électriques. C'est aussi l'ambition. C'est l'ambition qu'on souhaite donner et que la RATP souhaite donner à ce projet. Maintenant, quand vous regardez le calendrier, c'est tout l'enjeu de 2017 de pouvoir engager des études et faire en sorte que le projet puisse être mis en opérationnalité dans les 2 ans qui viennent. Alors, servant la cire, justement, je vais vous faire réagir. Bouygues Énergie et Services, c'est cet aspect quand même énergie qui est important aussi dans cette question de mobilité. Je viens de poser la question de navettes autonomes électriques. Il n'y a pas que ça aussi. Il faut des infrastructures derrière. Non, d'autant plus qu'il n'y a pas que les navettes autonomes électriques, il y a aussi des véhicules en autopartage électrique. Le véhicule électrique est un excellent support pour ces nouveaux services, puisqu'il n'y a pas le côté essence et le côté carburant à gérer qui est un vrai problème. Donc c'est un excellent support pour ça. Effectivement, il y a une question d'infrastructure qui va être importante, parce qu'il faut que ça soit compatible avec les infrastructures existantes et qu'il n'y ait pas de travaux ou de coûts de déploiement qui excèdent ce qui serait raisonnable par rapport aux services attendus.
Mais bon, je pense que c'est un sujet qui est sous contrôle, qui fait l'objet de pas mal d'innovations, là, d'un caractère technique, et qui me paraît raisonnablement sous contrôle pour qu'on arrive à déployer les services attendus. Je ne suis pas très inquiet sur le côté infrastructure énergétique pour les services de mobilité qu'il y aura. Oui, il en faut quand même pour pouvoir continuer à le déployer. Il en faut, mais il y a un enjeu, ce qu'a dit Jean-Baptiste qui est important, il y a un enjeu infrastructure énergétique, puis il y a un enjeu données. Oui. Parce que dès qu'on parle de hub de mobilité, on parle de multimodalité, on parle rapidement de desserte du dernier kilomètre, que ce soit un véhicule, une navette autonome, que ce soit un véhicule électrique en autopartage, que ce soit d'autres modes de transport. Et il faut que ça soit lié avec le service principal, donc le Grand Paris. Et donc il y a un enjeu de données, d'information et de collecte des besoins des usagers qui est très important. Donc cet enjeu de données est un élément clé qui va sous-tendre le service. Bien sûr, alors justement on passe à la troisième thématique finalement qui est au cœur de tout ça, on y revient, c'est la question de l'énergie avec des objectifs, je parlais en introduction hein, d'une ville moins énergivore, aussi des objectifs de réduction, vous avez commencé à en parler d'ailleurs Jean-Baptiste Ray, de facture énergétique, on sait à quel point c'est important, surtout avec la précarité énergétique qu'on connaît aussi en France, ça c'est pour les habitants, puis il y a aussi d'autres objectifs de réduction de consommation servant la serre. Il y a deux gros objectifs sur l'énergie qu'on s'est fixés. Le premier, et qui est peut-être le plus complexe et le plus révolutionnaire, c'est comment est-ce qu'on peut réduire non pas la facture énergétique, j'ai un problème d'affichage, mais réduire les coûts d'infrastructure énergétique quand on construit un quartier, quand on le déploie. C'est-à-dire, plutôt que de dire je construis mon infrastructure pour les 50 ans et puis je prends des précautions, donc je suppose que tout va être multiplié par 2, donc je multiplie tout par 2 ou par 3. L'idée c'est de dire comment est-ce que je peux prendre des engagements ou faire prendre des engagements aux futurs habitants, de limiter leurs appels de puissance, que ce soit sur des réseaux de chaleur ou sur des réseaux électriques, hein, de façon à ce que le concessionnaire du réseau de chaleur ou du réseau électrique, lui, puisse limiter le nombre de postes de transformation, puisse limiter la taille du tuyau, puisse limiter la taille des pompes. Et on estime, alors c'est estime préliminaire, qu'on peut atteindre jusqu'à 20% de réduction de ce coût d'infrastructure qui va bénéficier à la collectivité. Alors la collectivité dans son ensemble, c'est-à-dire à la collectivité concédante, à l'autorité concédante, mais qui va bénéficier aussi aux habitants, parce que comme il y aura moins de coûts de construction, ça se réduira sur le coût du foncier qu'ils auront acheté et sur le coût d'exploitation derrière. Donc ça, pour ce faire, on peut faire appel au digital finalement. C'est ça aussi, comment on peut faire pour réduire ce coût? Beaucoup appel au digital, parce que réduire ce coût, ça veut dire réduire les appels de puissance, réduire la pointe. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire effectivement faire appel au digital pour optimiser, pour pouvoir stocker de l'énergie, pour pouvoir éventuellement délester ou réduire la consommation à des instants donnés. Mais ça veut dire aussi, ce qui est beaucoup plus complexe, mettre en place une gouvernance qui va s'imposer aux futurs habitants pendant 10-20 ans et qui, vis-à-vis du concessionnaire de réseau, que ce soit le réseau de chaleur ou le réseau d'électricité, fera qu'on sera obligé de tenir les engagements, parce qu'il n'y aura rien de pire que de faire ça et puis dans 5 ans de revenir en disant finalement c'est un peu trompé et on change la règle du jeu. Donc il y a le véritable enjeu qui est derrière ça, c'est la gouvernance, et comment est-ce qu'on va s'engager et avoir finalement un opérateur de quartier qui va pouvoir s'engager vis-à-vis du concessionnaire avec vraisemblablement des pénalités, mais aussi transmettre ces engagements aux futurs habitants, aux futures copropriétés et aux futurs bureaux, pour s'assurer qu'eux aussi respecteront les obligations. Et comment est-ce que je vais traduire une obligation globale vis-à-vis du concessionnaire à des obligations particulières de délestage ou de consommation limitée. Vous avez utilisé un mot qui est tout nouveau, c'est opérateur de quartier, c'est ça? On est en train de changer aussi beaucoup les modèles à travers... C'est l'enjeu, un peu l'enjeu du DVD, c'est l'enjeu de ces démonstrateurs pour une ville durable, c'est aussi de tester des modèles de gouvernance et des modèles de fonctionnement qui permettent de bénéficier à tout le monde, d'avoir une équation économique, mais aussi de bénéficier à la collectivité dans sa globalité. Et on pense que derrière ça, il y a l'enjeu d'un opérateur de quartier, d'abord sur l'énergie, mais aussi vraisemblablement sur d'autres services derrière. Et c'est l'enjeu de définir le modèle économique et le modèle de gouvernance de cet opérateur de quartier est au cœur de la démarche qu'on a sur Descartes 21. Vous voulez oui, à réagir sur sur cette ce sujet de gouvernance, comment on a appréhendé le sujet? Déjà en ayant dans le consortium la capacité et l'expertise de pouvoir appréhender cette notion de mixité énergétique. On a avec nous Bouygues Energy Services, on a Enedis, on a IDEX, qui est un opérateur aussi d'énergie renouvelable, et qui permet du coup d'appréhender le besoin en chaud, en froid et en eau chaude sanitaire. Donc c'est vraiment aussi une réflexion
complète sur la notion d'énergie. On n'est pas uniquement sur la partie électricité ou sur la partie géothermie, on est vraiment dans une vision large et complète. Et dans ce que disait Servance sur la partie gouvernance, l'idée de cet opérateur de quartier, c'est aussi de pouvoir l'imaginer avec les collectivités. Et donc pourquoi pas demain constituer une société mixte publique-privée qui d'ailleurs fait partie des montages possibles, comme une société à opération unique, voilà, par exemple, hein, qui pourrait associer un opérateur privé ou des opérateurs privés avec l'établissement public, les collectivités, et donc du coup de pouvoir avoir une gouvernance globale qui puisse permettre pour chacun des programmes neufs sur le quartier de pouvoir définir quel est le meilleur type d'énergie à associer à ce programme, et sur les bâtiments existants, comment je fais pour améliorer sa consommation au fil du temps et comment quelque part je régule la consommation globale au niveau du quartier. On n'a peut-être pas assez parlé de la question de stockage d'énergie, mais je pense que tu vas peut-être en parler après. C'est aussi un des enjeux, c'est de faire en sorte que non seulement on soit dans une vision globale. Surtout si vous faites appel à des énergies renouvelables, évidemment, il y aura un aspect stockage important. C'est dans une approche globale de gouvernance. C'est ça que je voulais dire, c'est que depuis maintenant, là, au sein du consortium, pouvoir appréhender tous les enjeux énergétiques et derrière, en portage et en exploitation, avoir un opérateur qui puisse être très proche des collectivités, parce que le territoire ne pourra pas de toute façon se déployer sans que les collectivités aient la main quelque part sur ce réseau. Servant Lassière, vous voulez dire un mot de stockage? Parce que Jean-Baptiste Ray vous a lancé. J'allais compléter. Oui, effectivement, un des aspects technologiques qu'on va tester, c'est l'utilisation du stockage, l'équilibrage de l'énergie au niveau du quartier. Donc, il y a aussi MBX, qui est notre filiale commune avec Bouygues Immobilier et Général Electric, qui fait partie du consortium et dont la spécialité est justement l'équilibrage et la conception énergétique des quartiers. Donc le stockage, on va le tester. On va tester du stockage électrique et sans doute du stockage chaud pour assurer cette limitation de l'appel de puissance et aussi pour l'optimisation de la facture énergétique. Puisque le second volet qu'on a derrière, au-delà de l'aspect limitation de la consommation de l'appel de puissance, c'est comment est-ce que je vais réduire la consommation énergétique de chaque usager, sa facture en termes de quantité qu'il consomme. Et là, il y a des aspects effectivement de technologique, d'arbitrage, mais aussi de gestion des données, d'affichage, et des aspects sociologiques qui vont être importants. Parce qu'on revient sur la sociologie et du sociologue, parce que si je vous mets un affichage de consommation énergétique de votre logement, vous allez le regarder 15 jours, au bout de 15 jours, vous avez oublié. Peut-être que si on le traduit en euros, déjà, c'est plus compréhensible. Eh ben, je crois que ça ne marche pas très bien quand même. Non, parce que ça stresse. Il y a des gens que ça stresse énormément, ils arrêtent de regarder, et les autres, ça ne les stresse pas. Et par contre, si je vous fais jouer, par exemple, avec votre voisin, s'il y a un concours, là, pour être meilleur que votre voisin, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc il y a tout un aspect sociologique, c'est comment est-ce qu'on va maintenir un intérêt sur la facture énergétique pour le bien de tout le monde, en fait, qui va être déployé. Donc c'est l'autre aspect lié à l'énergie qu'on va avoir sur Descartes 21. Effectivement, le stockage est un élément clé au cœur de tout ça, puisque c'est ce qui va nous permettre de limiter cet appel de puissance globalement au niveau du quartier. Alors Cyril Ferrand, je voulais vous faire réagir quand même sur cet aspect de gouvernance. Globalement, on sent que vous êtes c'est en évolution aussi. Là, on est au tout début des échanges. Ça peut bouger aussi ce projet, cette ambition de démonstrateur industriel. Bah oui, ça bouge forcément. L'idée, je parlais de partenariat public-privé tout à l'heure. Jean-Baptiste va complètement dans ce sens parce que avoir une société d'économie mixte ou quel que soit le terme utilisé, c'est effectivement là aussi mieux faire travailler le public et le privé. Là où ça bouge aussi, c'est que finalement au niveau de l'immeuble, à la maille de l'immeuble, nous avons aujourd'hui des contrats qui sont très responsabilisants sur les engagements en termes d'énergie, sur les volumes dépensés. Tout le challenge là, c'est de passer de l'immeuble au quartier, à la zone d'aménagement, voire à la ville. C'est un peu plus compliqué, mais la démarche est exactement la même. Et pour Enedis, qui devait être parmi nous, mais qui n'est pas là suite à un problème de train, mais pour Enedis, c'est très important en ce sens où ils ont une mission de service public qui est d'assurer la livraison de l'électricité d'une manière totalement fiable et disponible 100% du temps. Si on commence à optimiser le coût des infrastructures, ils veulent absolument qu'en face, les engagements qui sont pris soient tenus. Et donc, je reprends l'expression de Servante tout à l'heure, ce n'est pas éventuellement des pénalités. Ce sera certainement des pénalités dissuasives pour pouvoir faire en sorte que au niveau des immeubles et au niveau des quartiers, eh bien, les engagements sont tenus. Et c'est là où on a un nouveau modèle de gouvernance qui se dessine, c'est qu'au niveau de l'opérateur de quartier,
aujourd'hui, il y a plein de gens qui réfléchissent à prendre ce positionnement, mais qui aujourd'hui n'existe pas. Et c'est très intéressant de travailler sur ce nouvel mode de gouvernance. Alors, si je comprends bien, quand même, il faut le prendre à plusieurs, c'est ça? C'est un peu Ah ça bah, en tout cas, l'ambition. ça agrège des compétences Ça qui agrège sont des diverses. compétences, ouais. Après, ça peut être un acteur qui ensuite s'occupe de faire le chapeau global de l'agrégation de l'ensemble des performances. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a une nouvelle, c'est un opérateur qui apparaît. Peut-être Jean-Baptiste Ray voulait rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à la salle, qui a peut-être des questions, même sûrement, je vais dire, à vous poser sur ce démonstrateur des cartes 21. Non, juste pour dire que l'établissement public est là pour faire le relais entre le consortium d'industriels et les collectivités, et qu'on est quand même assez fiers de pouvoir développer au sein d'un projet à la fois l'échelle du bâtiment, l'échelle de l'îlot, l'échelle du quartier, et demain, par la réplicabilité de notre projet, à l'échelle du territoire. C'est quand même quelque chose d'assez innovant. Et on a quand même dans le consortium toutes les échelles à disposition au travers des membres présents. Hein. À l'échelle du bâtiment et de l'îlot, on a Link City pour le déploiement d'un hélio démonstrateur sur des cartes. À l'échelle du quartier, forcément, on a les collectivités à nos côtés, on a Enedis, et à l'échelle du territoire, on a la communauté d'agglo aussi, qui va permettre d'avoir une réflexion sur comment utiliser tout ce qui sera fait sur ce quartier pour déployer sur un autre quartier de gare du Grand Paris Express qui existe aussi au nord de la communauté d'agglomération une dynamique identique, mais qui du coup là sera de manière beaucoup plus opérationnelle, qui aura été mûrie de toutes les réflexions qu'on est en train de mener à ce jour. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez pas. On va faire en sorte de peut-être vous passer un micro pour qu'on puisse vous entendre avec le bruit alentour, même s'il n'est pas trop fort. Ah, mais alors peut-être qu'on peut prendre un servant la cire, que vous pouvez, ou quelqu'un, voilà, merci beaucoup. Donnez un micro, on vous entendra mieux. Allez-y. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé de 6 fiches actions qui avaient été retenues. Donc là, je crois qu'on a eu 3 exemples. Quels sont les 3 autres qui ont été retenus pour le coup? C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail exactement. Alors, mais... sur les 6 fiches actions, on couvre les 3 thématiques. Sur la partie mieux vivre en ville, on a le diagnostic intelligent qu'a évoqué Cyril Ferrand. On a l'ingénierie de projet aussi qui a été une thématique retenue. Donc ça, c'est 2 fiches actions pour la thématique mieux vivre en ville. Sur la thématique énergie, on a la réduction de la facture énergétique, la réduction des coûts d'infrastructure et la gestion des données. Donc ça fait 3 fiches actions. Et sur la partie mobilité, la conception de la gare routière 2.0. Donc on a 6 fiches actions qui englobent les 3 thématiques qu'on développe. D'autres questions, précisions nécessaires? Non? Bon, bah parfait. Bah, si pour tout le monde c'est très clair, je remercie beaucoup nos 3 intervenants. Merci beaucoup et bonne journée à tous sur ce salon Polytech. Très bonne journée. Merci.